Bonjour chers élèves et bienvenue toujours dans des cours et des vidéos qui vont vous aider à bien préparer votre terminal. Dans cette vidéo, je vais parler de la force de Lorentz et de la déflexion magnétique. Et on va parler de quelques applications, en particulier le cyclotron. Bien, donc je vais proposer 3 exercices et à travers ces 3 exercices, on va voir tout ce qui concerne le champ magnétique. Donc dans le premier, je rappellerai exercice 1, c'est ce qu'on appelle spectroscopie de masse. L'objectif, c'est la spectrométrie de masse. Vous allez voir qu'on peut, grâce au champ magnétique, séparer deux isotopes qui ont des masses différentes de même charge en appliquant un champ magnétique. Vous avez un mélange au départ qui contient deux isotopes, le brome moins 81 et le brome moins 79, nombre de masse 79, 81, deux masses différentes, M1 et M2, c'est pourquoi on l'appelle spectroscopie de masse. Ces ions vont pénétrer dans une région où existe un champ électrique. Dans cette première partie, juste, c'est pour accélérer les particules. Vous pouvez les négliger pour les sciences physiques. Sciences maths, ils font cette partie. Donc, on va appliquer une différence de potentiel négative. Pourquoi il est négatif? Parce que la charge elle est négative. Pour accélérer une charge, il faut que la force électrostatique se dirige dans ce sens-là. Donc le champ électrique doit être dirigé dans le sens opposé. Parce que vous avez F est égal à Q fois E. Donc si la charge est négative, pour que la force soit accélérée, il faut que la force s'oppose au champ électrique. Donc le champ électrique, lui, il est dirigé de P2 vers P1. Bon, les premières questions, c'est juste calculer les masses des deux ions. On vous donne la masse molaire de chaque isotope. On vous donne le nombre d'Avogadro. Ensuite, les deux ions vont pénétrer dans une région où existe un champ magnétique B. Voilà, dans cette région-là existe un champ magnétique B. Voilà leur trajectoire. On vous dit d'abord quelle est la direction de B. Est-ce qu'il est sortant ou est-ce qu'il est entrant? Ensuite, calculer le module, le rayon des arcs des cercles décrits par les deux ions. Et lequel va décrire cet arc-là, lequel va décrire cet arc. Ensuite, calculer la distance d'impact, c'est-à-dire à quelle distance va tomber le premier isotope et à quelle distance va tomber le deuxième. Calculer cette delta X. Voilà le premier exercice. Et je vais corriger chaque exercice avant de passer à l'autre. Bien. D'abord, les masses. Bon, c'est simple. Les masses, c'est la masse molaire contient N Avogadro atomes. Donc, un atome possède une masse M. Donc, la masse d'une M, c'est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. On vous donne la masse de l'ion, le premier, la masse du deuxième. Donc, vous pouvez calculer, diviser ça par le nombre d'Avogadro. Et vous pouvez calculer, diviser le nombre d'Avogadro par la masse molaire. La masse molaire par le nombre d'Avogadro. Voilà la masse molaire de chaque ion. Vous divisez ça par le nombre d'Avogadro, va vous donner la masse d'un ion. Vous divisez celui-là par le nombre d'Avogadro, va vous donner la masse du deuxième ion. D'accord. Bon, merci de me voir pour l'étudiant qui a fait la remarque. Bon, il faut que j'aille doucement, donc je vais essayer d'aller doucement. De toute façon, vous pouvez régler la vitesse de la vidéo, il n'y a pas de problème. Bon, on veut calculer la vitesse en A. Donc ça concerne les options sciences maths. Pour calculer la vitesse en A, vous avez plusieurs méthodes. Soit la conservation de l'énergie mécanique, soit le théorème de l'énergie cinétique. Donc entre O et A, le système étudié c'est l'électron, les forces appliquées c'est la force électrostatique, qui est égale à Q fois E. Bien. Donc si on applique le théorème de l'énergie cinétique finale, c'est-à-dire au point, donc en ce point qu'on va appeler le point A, l'énergie finale au point A, voilà. Moi, l'énergie cinétique initiale, parce que l'électron est lancé avec une vitesse non nulle, est égal à quoi? Est égal au travail des forces extérieures appliquées. Seule la force électrostatique existe, donc le travail de la force électrostatique, c'est la force scalaire, le déplacement. Puisque la force est parallèle à D de L, donc ça sera F fois L. Donc E scalaire L, faites attention, E il est dans le sens opposé, F est dans ce sens-là, donc vous avez un signe moins. Et la charge, elle est déjà négative parce que la charge de ces ions, c'est moins E. Donc, le travail, vous allez trouver 1,610 moins 19 multiplié par le champ électrique appliqué en valeur absolue, multiplié par la distance entre les deux électrodes. Donc,
on va avec U2 moins U1, c'est E fois L. Donc le travail, je remplace et je travaille, c'est 1,6 fois 4000, on vous donne U2 moins U1, c'est 4000 fois 10 moins 19 joules. Donc voilà le travail de la force électrostatique appliquée. Bien, pour calculer maintenant la vitesse finale, vous calculez 1 demi mv carré égale le travail et VA au carré, vous connaissez la masse et vous allez déterminer la vitesse au point 1. Bon. Pour les étudiants de PC, on va démarrer ici, à partir de cette étape-là. On vous dit, par exemple, voilà, vous avez un électron qui pénètre ici avec une vitesse initiale V de A. Donc, deux ions plutôt, Br- et 81 et Br-79, qui pénètrent avec la même vitesse ici au point A. Voilà la trajectoire d'un premier ion, voilà la trajectoire du deuxième ion. Quelle sera la direction du champ magnétique? Et quelle est la trajectoire attribuée à Br79 et à Br81? Donc là, il faut absolument savoir la notion de produit vectoriel. Ben, je vais vous donner deux exemples ici. Supposons, voilà, ça c'est un exemple. J'ai une particule qui rentre avec une vitesse V0, dans les deux cas. Dans une région, il existe un champ, et je veux déterminer la direction du champ. On vous donne l'orientation, la trajectoire, elle est comme ça. Donc, il faut très bien faire attention au signe de la charge. Donc ça, dans le premier cas, je suppose Q est positif. Dans le deuxième cas, la charge est négative. Donc, si Q est positif, donc Q fois V0 va avoir la même direction, les mêmes sens que V0. Si Q est négatif, faire très attention, Q fois V0, il est opposé à V0. Et après, vous dites, supposons que le champ est orienté vers le haut. Vous tournez QV0 vers B, vous allez avoir un vecteur qui est vers le bas. Donc, obligatoirement, pour avoir une force dans cette direction, il faut que le champ magnétique soit orienté vers le bas. Donc, vous faites la règle de la main droite, vous tournez QV0 vers B et le pouce va vous donner la direction de F. Ici, c'est le contraire. Vous voyez bien que QV0 a changé, donc obligatoirement, le champ va être opposé, c'est vers le haut. Voilà comment on détermine la direction du champ. Donc, soit en général, on vous donne la direction de la trajectoire et à vous de déterminer la direction du champ, soit on vous donne V0 et B et c'est à vous de déterminer ce qu'il va passer vers le haut ou il va passer vers le bas. Donc, tout est basé sur la notion de produit vectoriel. Deuxième point que je vais signaler, c'est que le travail de la force de Lorentz, c'est toujours égal à 0. C'est une force qui ne travaille pas. Pourquoi? Parce que le travail élémentaire, c'est la force fois le déplacement. Un déplacement, c'est V fois D de T. Vous avez V, c'est D de L sur D de T. Et vous savez que V vectoriel B, par définition, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à V et perpendiculaire à B. Il y a un vecteur qui est perpendiculaire à V, scalaire V, c'est égal à 0. Le produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires, c'est égal à 0. Donc vous voyez bien, V vectoriel B, c'est la direction de F, et vous voyez bien que F, il est toujours perpendiculaire à V. Toujours perpendiculaire à V. Donc le travail est nul. Autrement dit, le champ magnétique ne permet pas de changer la vitesse, mais il permet de changer l'orientation. Alors qu'un champ électrique permet d'accélérer, de changer la vitesse, mais ne permet pas de changer l'orientation. Ça, c'est la différence fondamentale entre un champ électrique et un champ magnétique. Voilà maintenant la partie qu'il faut absolument savoir, c'est déterminer la valeur du rayon de chaque trajectoire et attribuer chaque trajectoire à l'ion considéré. Bien, donc la force de Lorentz, on a dit, c'est QV vectoriel B. Montrons que le mouvement est circulaire et uniforme. Ça, c'est une partie à connaître par cœur. Bon, tout ce qu'il faut savoir ici, c'est toujours le principe en mécanique et les systèmes étudiés, c'est l'ion de charge négative. Les forces appliquées, c'est la force de la place et la base. Là, c'est très important. Là, on va travailler dans la base de Freinet. Qu'est-ce que c'est que la base de Freinet? C'est trois vecteurs. Un vecteur qui est tangent à la trajectoire, qu'on appelle tau. Un vecteur qui est normal dirigé vers l'intérieur de la trajectoire, vers la concavité de la trajectoire. Et puis, un vecteur qui est perpendiculaire, tau vectoriel n. Mais en général, on travaille juste avec tau et n. Dans cette base, quelle est la composante de l'accélération? Les composantes de l'accélération.
Donc, vous avez deux composantes. Composante tangentielle qui est d de v sur d de t, ça c'est à prendre par cœur. Et composante normale qui est v carré sur ρ. ρ, c'est le rayon de la trajectoire. Maintenant, vous calculez v, voilà la direction de v, b et les rentrants. Si vous faites v vectoriel b, donc c'est dans cette direction-là, ça c'est v vectoriel b, v vectoriel b, mais comme la charge est négative, qv vectoriel b, vous voyez bien que la force toujours est dirigée vers l'intérieur de la trajectoire. Donc voilà la direction de la force. Donc sera toujours dans la direction là normale. Donc le module de la force qui est E fois V fois B, elle est suivant la normale. Donc on va projeter cette équation-là sur la normale et sur la tangente. Sur la normale, voilà la composante de l'accélération, c'est V carré sur O. Donc multiplié par M, mv carré sur O. Quelle est la projection de F? C'est F. Donc il est égal à E fois V fois B. Vous simplifiez par V et vous trouvez que ρ est égal à quoi? Est égal à mv sur O fois B. Qu'est-ce qu'on remarque? Bon, pour le moment, on laisse. Il faut d'abord montrer que V, voilà ρ. Maintenant, je vais projeter sur la tangente. Quelle est la composante de l'accélération? C'est m fois d de v sur d de t. Est-ce que la force a une composante sur la tangente? Non, la force, elle est suivant la normale. Donc, sa projection sur la tangente est égale à 0. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette équation? d de v sur d de t égale à 0, ça veut dire v égale à une constante. Si v égale à une constante, ça veut dire que ρ est égal à une constante. Donc, je conclus que le mouvement est circulaire et uniforme. Le module, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement circulaire et uniforme? Si le module de la vitesse est égal à une constante, le mouvement est circulaire parce que le rayon est égal à une constante. Notez bien, c'est le module qui est constant et non pas la vitesse. La vitesse, il change de direction. Donc, c'est le module de la vitesse qui est constant. Donc, c'est un mouvement circulaire et uniforme. Et vous voyez bien que le rayon, il est proportionnel à la masse. Donc, celui qui a la masse la plus grande, c'est celui qui va avoir le rayon de courbure le plus grand. Donc, on déduit tout de suite que c'est ça, la courbe qui va être associée à BR81, et celle-là, c'est à BR79. Maintenant, pour déterminer la différence d'impact des deux, ici sur cette différence-là, MP, il suffit de voir que cette distance, c'est quoi? C'est le diamètre de ce cercle. Voilà, je l'appelle D2, moins le diamètre de ce cercle. Or, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, la distance MP, c'est le diamètre de ce cercle, moins le diamètre de ce cercle. Donc, vous avez 2 fois R2, moins 2 fois R1, 2 facteurs de R2 moins R1. Bon, j'ai déjà calculé, c'est R1, c'est M1 fois V1 sur O fois B. Et R2, c'est M2 fois V2 sur O fois B. D'accord? Voilà, donc bien sûr V1 est égal à V2, les deux arrivent avec la même vitesse. Donc vous voyez bien que la distance MP, bon, vous faites une application numérique, vous allez trouver 0,014 mètres. Très bien. Maintenant, je passe à l'exercice sur la déflexion magnétique. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir dans cette partie-là? D'abord, de bien comprendre le schéma, parce qu'après, c'est juste des approximations qu'on va utiliser. Qu'est-ce que c'est que la déflexion? En général, vous avez une particule qui pénètre dans une région où existe le champ magnétique, et cette région, en général, d'épaisseur très faible. Le champ existe uniquement dans cette région-là. Donc, normalement, il va faire un mouvement circulaire. Donc, il a juste amorcé et commencé à faire son mouvement, et il va sortir après dans cette région-là, de la région où existe le champ. Eh bien, ici, il n'y a pas de champ. Donc, le mouvement va être rectiligne, uniforme, et elle va arriver sur un écran. Et le but, c'est de déterminer cette distance t. Bien. D'après l'exercice A, on sait que le rayon du mouvement circulaire, c'est mv sur O fois B. mv0 sur O fois B. Ça, c'est déjà démontré. La question, c'est de trouver cette distance d. Donc, vous allez voir ici, c'est uniquement la géométrie, ni plus ni moins. Donc, on va supposer que x, qui est égal à d, cette distance d, elle est très grande par rapport à L. Donc, si vous avez la distance M au', donc c'est-à-dire la continuité ici, je vais effacer pour que ce soit clair, voilà, cette distance-là, voilà la déflexion, elle arrive sur tel écran, vous continuez cette droite-là, il va couper l'axe X en ce point M. Si D est très grand devant L, ça veut dire la distance
M au prime est à peu près égal à D. Donc voilà la première approximation. On va dire cette distance est à peu près égale à D. Deuxième approximation, vous avez ici l'arc OS, cet arc-là, ça c'est égal à R fois le rayon, cet angle-là. Et on va montrer que cet angle, c'est tout simplement θ. Pourquoi? C'est très simple. Vous voyez bien cet angle, il est θ ici. Là, c'est un angle pi sur 2. Donc cet angle, c'est pi sur 2 moins θ. Ça, c'est pi sur 2. Donc ça, c'est θ. Et celui-là, c'est exactement celui-là. Donc vous avez ici l'angle θ. Voilà, si vous avez compris ça, le reste, c'est de la géométrie. Et l'arc d'un arc de cercle, si vous avez un arc de cercle, ici un arc de cercle, vous avez l'angle θ, ici vous avez le rayon, ça veut dire OS est égal à R fois θ. Voilà, avec ça, vous pouvez tout faire. D'accord? Voilà, donc, voilà un peu comment ça se passe. Vous avez une charge ici, donc là c'est un électron, hein, c'est un électron qui pénètre dans le champ magnétique. On va comprendre pourquoi le champ magnétique est sortant. Donc vous voyez bien que si V0 est dans ce sens, QV0 c'est dans le sens opposé. Donc pour avoir cette orientation, obligatoirement, vous faites QV0, vous tournez QV0 vers un vecteur qui est sortant vers le haut, et vous allez voir la force va être dans cette direction. Donc obligatoirement ici, le champ va être sortant. Sauf que la région, voilà normalement le mouvement circulaire, comment il va être. Si on restreint le champ uniquement à cette partie, donc arrivé à ce point-là, l'électron va sortir avec une vitesse V0. Je rappelle que le champ magnétique ne change pas la valeur de la vitesse. Il va sortir de la région où existe le champ avec la même vitesse V. Et si dans cette région, il n'y a plus de champ magnétique, aucune force, la somme des forces égale à 0, le mouvement va être rectiligne et uniforme, il va arriver ici. Et on va essayer de déterminer cette déflexion-là. C'est cette distance-là. Bien. Donc voilà le schéma. Donc ça c'est les forces appliquées. C'est EV vectoriel B suivant cet axe-là, J. Donc on sait que le mouvement est circulaire de rayon MV0 sur E fois B. Donc je disais ça c'est l'angle θ. C'est le même qui est là. J'ai déjà expliqué pourquoi. Vous avez ici θ, pi sur 2 moins θ. Ici pi sur 2. Donc là c'est θ. Et vous voyez bien que tangente cet angle, ça c'est, on va faire maintenant le calcul de la déflexion, vous avez deux étapes. Vous allez calculer tangente θ de deux manières. Dans cet angle, dans ce triangle, M au prime et prime. M au prime et prime. Dans ce triangle-là, c'est quoi tangente θ? C'est la déflexion au prime et prime sur M au prime. Or, on a dit que M au prime, c'est à peu près égal à D. Ça, c'est la première approximation. Donc, voilà la première relation. Deuxième relation, vous voyez bien que cet arc, l'arc de cercle OS, c'est le rayon fois l'angle. Donc, OS, c'est le rayon fois l'angle. Or, la distance OS, là aussi, puisque cette distance elle est très faible, OS est à peu près égal à L, à cette distance-là. Voilà la deuxième approximation. OS, deuxième approximation, c'est que OS est à peu près égal à L. Deux approximations. La première, c'est M au prime est à peu près égal à D. La deuxième, cet arc, il est à peu près égal à cette distance. Voilà. Et donc, vous avez θ de deux manières. Vous faites l'égalité. OS sur R est égal à L sur R. Donc, 1 plus 2. L sur R est égal à O et prime sur D. Et vous allez déterminer la déflexion. Donc voilà, ça si je rappelle juste, si vous avez un angle θ et la distance OS, OS c'est le rayon fois l'angle. Et si cet angle il est très faible, hein, si cet angle, c'est le cas que vous avez ici, cet angle il est très petit, vous voyez bien, voilà, vous allez confondre OS avec cette distance-là, L, c'est la même chose. Voilà deux approximations. Ah, voilà, ça c'est L. Donc vous avez OS c'est à peu près égal à L. Et OS c'est l'arc d'un cercle. Et l'arc d'un cercle c'est le rayon fois l'angle. Bien sûr, θ doit être en radian. Voilà. Donc vous avez L sur R est égal au prime I sur D. Donc on va aller déterminer la déflexion magnétique qui est O prime I, qui est D fois L sur R. On va remplacer le rayon par sa valeur et on montre que O prime I c'est proportionnel à B. Cette constante, c'est E fois D fois L sur MV0. Voilà ce qu'on appelle la déflexion magnétique. Très bien. Enfin, je vais vous présenter aussi une autre application très importante du magnétisme, c'est les accélérateurs de particules qu'on appelle le cyclotron.
Et je vais vous expliquer le principe de fonctionnement du cyclotron. C'est quoi d'abord un cyclotron? Je vais effacer pour mieux voir. Donc les cyclotrons, c'est quoi? C'est 2D. Donc voilà, c'est comme la lettre D. Donc on va viser la première région. Voilà. Voilà le premier D. Vous avez, il a l'air de la lettre D. Et voilà le deuxième. Et le champ magnétique n'existe qu'à l'intérieur des 2D. D'accord? Et le champ magnétique, on vous dit, il est sortant. Vous voyez, le sortant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter à t égale à 0 une particule, dans ce cas-là, un champ magnétique, un proton. On va injecter une particule positive, de charge positive, avec une vitesse initiale 0. On va appliquer un champ électrique dans ce sens-là, à t égale à 0. On va accélérer la particule. Il va arriver ici avec une vitesse V0. Et après, on va étudier le mouvement, comment il va faire. Bien sûr, il va rentrer dans une région, un champ magnétique, il va avoir un mouvement circulaire. Après, je vous explique le principe total. Donc la première chose, je vais essayer de déterminer la vitesse V0 ici. C'est comme tout à l'heure. Soit vous faites le théorème de l'énergie cinétique, 1 demi m V0, ça va l'appeler V1, ou bien VB. 1 demi m VB au carré moins 0 égale le travail de la force électrostatique. Et le travail de la force électrostatique, c'est Q fois U. Ou bien, conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique au point A, qui est l'énergie cinétique, qui est nulle, plus Q fois le potentiel au point A, c'est VP2, est égal à l'énergie mécanique au point B, qui est égal à Q fois VB, fois V1, P1, ou bien on va le noter V1, plus 1 demi MVB au carré. Et donc, 1 demi MVB au carré est égal à Q fois V2 moins V1. Et on vous donne ici V2 moins V1 quelque part. Voilà, d'amplitude sinusoïdale 1000 volts. Donc, c'est 1000 volts, c'est V1. Le champ électrique est dirigé dans ce sens-là. Donc, V2 qui est positif. Donc, au premier passage, c'est V2 moins V1 qui est égal à 1000. Hein, le champ se dirige toujours du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Bien. Donc, vous pouvez calculer la vitesse, pas de problème. Comme tout à l'heure, voilà la vitesse avec laquelle, donc on a éjecté un proton ici avec une vitesse nulle, il va arriver ici avec une vitesse V de P. Donc le champ électrique accélère, mais ne change pas l'orientation. Maintenant, le proton va rentrer dans ce D. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mouvement circulaire. Est-ce que le champ magnétique change la vitesse? Non. Donc il va sortir de ce D avec la même vitesse VB. Mais il va faire un demi-cercle de rayon MVB sur E fois B. D'accord? Donc voilà le premier passage. Donc il va rentrer ici avec une vitesse, il va faire un demi-cercle, il va sortir avec une vitesse VB. Bien. Si, donc là, je vous explique un peu le principe du cyclotron. Donc on a dit ici, au départ, voilà le premier D. Donc on a injecté une particule ici avec une vitesse initiale 0. Il va arriver ici avec une vitesse V de B. Au départ, le champ électrique est dans ce sens pour accélérer le proton. Il va arriver ici avec la même vitesse V de B. Si le champ électrique était dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il va arriver au proton? Il va être freiné parce que la force va être opposée, va être dans ce sens-là. Eh bien, le principe du cyclotron est basé sur le fait suivant. Une fois que le proton arrive ici, le champ électrique, c'est un champ sinusoïdal. À ce moment exact, le champ va changer de sens. Il va à nouveau accélérer la particule qui va arriver ici avec une vitesse V, on va l'appeler V1, V1 avec une vitesse V2. Et il va faire ensuite un mouvement circulaire. Et exactement à ce moment, là aussi, le champ va rechanger de sens pour à nouveau accélérer. Donc il va arriver ici avec la même vitesse V2. Accéléré, il va arriver avec une vitesse V3 qui va faire un mouvement circulaire et il va ressortir avec une vitesse V3. La même, le champ ne change pas de vitesse, mais il augmente le rayon. Et ainsi de suite. C'est ça le principe de cyclotron. Donc voilà le rayon, le premier rayon, R1, avec le premier passage. On va calculer maintenant la durée du passage dans le D. Combien a duré ce passage-là? Vous voyez bien, c'est une demi-période. Donc je peux le calculer de deux manières différentes. Soit je calcule la période qui est 2π sur oméga et oméga c'est V sur R, les relations classiques du mouvement circulaire uniforme. Donc voilà la période et donc la durée c'est la moitié d'une période. Ou bien,
pouvez les calculer de deux manières différentes. Ou bien vous dites tout simplement la vitesse, c'est la distance sur le temps. Et cette distance-là, c'est le périmètre divisé par 2. D'accord? Le périmètre, c'est 2π fois r. Donc, la moitié, c'est π fois r. Donc, π fois r sur v, et vous trouvez exactement la même expression. Donc, vous avez deux façons de déterminer la durée du passage. Ce qui est extraordinaire dans le cyclotron, c'est que cette durée de passage ne dépend ni de la vitesse, ni du rayon. Et c'est ça qui a permis de faire des accélérateurs de particules. C'est parce que cette période-là, elle est indépendante du rayon et de la vitesse. Ça veut dire le temps que va mettre le proton pour faire ce cercle, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là. Donc, on peut synchroniser le changement du champ électrique. On peut agir sur la période du champ électrique avec la période de passage entre les deux dés, en négligeant bien sûr le temps ici. On va négliger le temps entre les deux dés. En synchronisant, on peut synchroniser la période du champ électrique avec la période de passage. Comme ça, à chaque fois, le proton va être accéléré. Donc, T sur 2, c'est la durée du passage dans le D. Donc, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 3, donc il suffit donc le proton doit être accéléré à chaque passage. Ça veut dire la période du champ électrique sur 2 doit être égale à la durée du passage dans les 2D. Ça veut dire un champ électrique ici, il doit changer à chaque demi-période. Donc, c'est-à-dire ici, lorsque le champ électrique il était positif, d'accord, pendant ce temps-là, il doit être négatif. Ensuite, redevenir positif, négatif, positif, négatif. Donc, la période du champ électrique sur 2 doit être égale à la durée de passage. Pendant chaque passage, le champ électrique doit changer de sens. Donc, on peut déterminer la fréquence de ce champ électrique appliqué. Bien. Donc, voilà un peu comment ça se passe le cyclotron. Donc, je récapitule. Donc, on envoie au départ avec une vitesse nulle. Champ électrique va accélérer. Le proton va arriver avec une vitesse VB. Premier passage, c'est avec la même vitesse. Il va sortir avec la vitesse VB. Pendant ce temps-là, qui est égal à delta T, je l'appelle delta T. Pendant ce temps-là, le champ électrique doit changer de sens. D'accord? Il doit changer de sens. Pour accélérer la particule, il va arriver ici avec une vitesse V2. Le rayon va augmenter parce que le rayon est proportionnel à la vitesse. Le rayon va augmenter parce que la vitesse a changé. Il va ressortir avec la même vitesse V2. Le champ magnétique ne change pas la vitesse, mais le rayon a augmenté. Et pendant ce passage-là, à nouveau, le champ électrique doit changer de sens. Pour accélérer la particule, il va arriver ici avec une vitesse V3 qui est supérieure à V2. Troisième passage, la vitesse augmente, le rayon va augmenter, va ressortir avec la même vitesse. À nouveau, le champ va changer de sens et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à l'extrémité du D et il va sortir de ce côté-là. Donc l'extrémité D, on va lui laisser un passage et il va quitter le D avec une vitesse très très grande. Et on peut faire par exemple des chocs de particules ou ce qu'on veut après avec cet électron accéléré ou bien ce proton accéléré. Donc voilà quelques exercices sur le champ magnétique. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos suggestions. Très très bon courage. Partagez ces vidéos avec vos amis et à très bientôt.